Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Les cryptos sont en baisse aujourd'hui, mais on reste à des niveaux assez élevés. On va parler de plein de choses. Je vais vous parler d'un projet qui a explosé cette semaine. On va parler de Pengu. Pourquoi cette explosion? Qu'est-ce qui est en train de se passer? On va aussi parler de la finance décentralisée. Je vais vous parler d'une très grande banque qui lance un marché spot pour acheter du BTC et de l'Ether pour les institutionnels. Plein de bonnes nouvelles, on va parler d'une société similaire à MicroStrategy, mais cette fois pour le jeton Hype, donc hyper liquide. Je vais aussi parler de Ripple et plein d'autres choses. Commençons avec le cours des crypto-monnaies BTC, 118 000 $, moins 3% par rapport à hier. Ethereum en légère baisse, moins 0,6%. BNB, moins 2,6%. Bref, vous pouvez le constater, le marché est rouge, mais pas de quoi s'inquiéter. On est sur une volatilité assez classique. Quand on franchit des plus hauts historiques, le marché s'ajuste. Il y a des gens qui se mettent à vendre aussi. Par exemple, pour le BTC, des gros holders. D'ailleurs, je vais vous parler d'un très gros holder qui serait en train de vendre. Bref, pas de raison de paniquer. Alors, je vous invite à vous inscrire sur Bitvavo, c'est un exchange partner de la chaîne, je vous ai déjà présenté, il y a 10 € offerts, vous avez le lien dans la description, et je rappelle juste qu'ils ont eu l'agrément MiCA, donc ils peuvent désormais opérer à travers toute l'Union européenne, donc ça c'est vraiment quelque chose qui est arrivé il y a quelques semaines, fin juin. Et ils ont rajouté pas mal de tokens sur le deuxième trimestre de l'année, notamment Baby, donc le token de Babylone. Je vous ai parlé déjà de ce projet, un peu similaire à Eigenlayer, mais pour du coup, une sorte de restaking ou de staking pour le Bitcoin. Donc c'est intéressant ce qui est en train de se passer avec le Bitcoin depuis quelques temps, et Baby, le token Baby, permet de s'exposer à cela. Alors, ensuite, on va parler de la finance décentralisée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais la finance décentralisée, c'est en train vraiment de monter en même temps que le prix des cryptos. Et on vient d'atteindre 126 milliards de dollars de TVL, de Total Value Lock, c'est-à-dire l'argent mobilisé dans les protocoles de finance décentralisée. C'est 45% de hausse depuis le mois d'avril. Alors, où se trouve la TVL? Principalement sur Ethereum. On a 72 milliards de dollars sur Ethereum, c'est assez énorme. On a Solana à la deuxième place avec 9 milliards de dollars. C'est vraiment les deux plus gros écosystèmes de DeFi. Les deux ont connu une hausse entre 59% pour Ethereum et Solana pour 50%. Bref, ça continue de marcher pour moi, il y a un vrai cas d'usage et les institutionnels vont finir par adopter la DeFi pour plein de raisons différentes. Je vous ai parlé de Robinhood qui est en train d'adopter la blockchain et la DeFi pour simplifier les choses pour l'utilisateur. Coinbase a déjà adopté Morpho, donc un protocole de DeFi pour permettre aux clients de pouvoir faire des emprunts sur leur BTC. Et en fait, on est en train de voir la DeFi comme vraiment la fondation qui va être utilisée ensuite par plein d'entités différentes qui ne sont pas forcément des entités Web3 ou en tout cas orientées Web3. Ça peut être des sociétés juste orientées finance. Par exemple, Robinhood qui va permettre à ses utilisateurs de tokeniser des actions et de faire du trading sur des actions directement depuis l'interface Robinhood sans savoir exactement ce que c'est des tokens ou pas. Donc vraiment la DeFi pour moi c'est le futur, ça va continuer de monter, y a plein de choses encore à faire. Je sais que ça peut sembler beaucoup 126 milliards mais c'est négligeable à l'échelle de la market cap de toute la finance globale, et d'ailleurs c'est même pas une market cap ici, c'est la quantité d'argent manipulé par ces projets. Donc bon, toujours très bullish, et en plus c'est juste énorme si vous voulez faire fructifier vos cryptos. Donc si vous avez de l'Ether et vous savez que vous allez conserver de l'Ether, autant générer du rendement sur cet Ether. C'est pareil pour Hyperliquid et les autres projets. Il y a des moyens de générer du rendement sur ces tokens, c'est vraiment dommage. Je sais qu'il y a par exemple, je connais pas mal de personnes qui ont des TAO, qui ne font rien avec leur TAO alors qu'ils peuvent générer des rendements à 2 chiffres avec. Donc bon, c'est vraiment dommage de passer à côté de tout ça. En plus, il y a les rendements sur les stablecoins aussi, la finance décentralisée pour générer du rendement sur de l'USDT, donc principalement du dollar. Je vous dis, il y a très peu de choses sur l'euro. Pas mal de gens sont intéressés par l'euro, mais malheureusement, il n'y a pas grand chose. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Ensuite, on va parler de Coinbase. Coinbase vient d'atteindre un plus haut historique au niveau de sa market cap. On peut voir Coinbase, ils se sont lancés en 2021. Je me rappelle, l'une des premières vidéos que j'ai fait sur ma chaîne, c'était sur l'IPO, l'introduction en bourse de Coinbase. Et depuis, quand ça a chuté, le cours de l'action a chuté. On est passé de 300 et quelques dollars à 60, 50 même dollars, 50 $ en 2023. Donc c'était vraiment le bear, et là ça a complètement augmenté, ça a explosé. Coinbase suit l'action, suit le cours du BTC, suit le cours du marché crypto avec un sorte d'effet levier aussi. Et là on est en train de voir les 100 milliards, donc vraiment bravo à eux. Ils se sont maintenus, ils ont fait preuve de plein d'innovations pour lancer plein de projets différents. Je vous ai parlé de la DeFi intégrée directement dans l'application. Ils ont leur wallet, ils ont aussi
ils ont leur blockchain aussi Base, donc vraiment très intéressant ce que fait Coinbase. Ensuite, on va parler de Bitcoin avec MicroStrategy, donc désormais qui s'appelle Strategy. Et ce qui est assez fou, c'est que l'investisseur principal désormais de Strategy, c'est-à-dire plutôt le plus gros investisseur de Strategy, c'est Vanguard. Et Vanguard, en fait, c'est une société qui gère 10 000 milliards de dollars, c'est juste énorme. Mais Vanguard est anti-crypto. Vanguard ne permet pas à ses clients d'acheter de la crypto depuis les plateformes de Vanguard, d'acheter les ETF crypto, parce que ça va à l'encontre de leur stratégie d'investissement. Et pourtant, vu que Vanguard achète tout le marché, ils ont des ETF qui répliquent tout le marché, plusieurs ETF, et ben Vanguard se retrouve à être actionnaire majoritaire à hauteur de 8% de MicroStrategy. Et c'est vraiment très ironique de voir cette situation où ils ont des dizaines de milliards de dollars ou des milliards de dollars en actions MicroStrategy alors qu'ils sont contre les cryptos, contre le Bitcoin, contre l'Ether, et ils veulent pas permettre à leurs clients de pouvoir acheter facilement ce type d'ETF, et c'est vraiment dommage. Mais bon, au final, en achetant des ETF Vanguard, on se retrouve à acheter des MicroStrategy et les autres sociétés aussi, j'imagine, cotées qui sont dans l'index, qui permet du coup d'avoir quand même une petite exposition au marché crypto. Ensuite, une très grande banque, Standard Chartered, vient de lancer un marché spot pour le Bitcoin et pour l'Ether pour les clients institutionnels. Ça, c'est assez énorme parce qu'ils disent que c'est la première grande banque mondiale à permettre ce type de choses. Je parle vraiment d'une très grande banque, Standard Chartered, ils gèrent des milliards et des milliards de dollars. Ils ont 83 000 employés, 20 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2024. Et ils permettent désormais à leurs clients institutionnels de pouvoir acheter facilement des cryptos. Et c'est une très très bonne chose. Je pense que ça va continuer. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Qu'ils rajoutent d'autres cryptos aussi. Mais bien sûr, on comprend pourquoi ils ont commencé par BTC et Ether. C'est les deux cryptos les plus adoptés par les clients institutionnels. Au niveau mondial aussi, c'est les deux plus grosses cryptos. Ça va changer bientôt avec les divers ETF qui devraient arriver. Et d'ailleurs, il y a un projet qui profite un peu de ce buzz associé aux ETF. C'est Pudgy Penguins et leur token Pingu. On rappelle, c'est un projet NFT initialement, on peut le voir ici, c'est ces petits pingouins très mignons. Ils ont lancé depuis leur même coin qui s'appelle Pengu. Pengu, ça marche plutôt bien, mais là sur une semaine, ça a quasiment doublé. Parce que les gens sont en train de spéculer autour d'ETF qui pourraient être validés par la SEC. On l'a vu là, il y a quelques jours, la SEC a fait une sorte d'accusé de réception, a commencé, on va dire, officiellement à bien prendre en compte le dossier de demande d'ETF de Pengu, sorte d'accusé de réception. Et ça aussi, c'est quelque chose qui a été perçu positivement par les détenteurs de token Pengu en vue d'un ETF, et notamment le premier ETF qui a été déposé, c'est celui de Canary, donc le Canary Spot Pengu ETF. Les gens espèrent que ça devrait bientôt arriver. Il y a eu aussi d'autres choses assez drôles. Il y a eu Coinbase qui a changé sa photo de profil temporairement en mettant une photo d'un Pudgy Penguins. C'était juste temporaire, c'était leur community lead qui avait pris le compte de Coinbase et qui avait fait ça pendant le temps où il avait ce takeover. Mais voilà, il y a pas mal de choses qui font croire à une potentielle validation de cet ETF. Pour moi, c'est purement spéculation. Surtout, on rappelle Pudgy Penguins, plutôt le token Pengu, ça reste un même coin. Je vous montre d'ailleurs ce tableau des scores de Chantal. C'est avec qui je collabore, Chantal, sur un certain nombre de sujets, et notamment l'outil qui permet de visualiser énormément de scores de crypto-monnaies. Il y a énormément de data qui est collectée partout et tout est synthétisé dans ces PDF que je vous montre ici. Il y a un score fondamental aussi qui est nécessaire parce que par exemple sur l'aspect Pudgy Penguins et les mêmes coins, quand on analyse uniquement la data, on capte pas vraiment la spécificité des mêmes coins. Et les mêmes coins, c'est difficile d'investir avec une notion de fondamentale, une notion d'analyse fondamentale sur les mêmes coins, c'est assez limité quand même. Il y a pas mal de risques associés, donc il y a un score fondamental où je partage totalement, c'est pas énorme, 52%. Après sur le score, les autres points associé à la liquidité, associé à la communauté, associé à la sécurité, c'est plutôt bien en fait le token Pengu, parce que il y a pas grand chose d'un point de vue sécurité, ça reste un simple contrat ERC20, donc difficile d'avoir des failles de sécurité sur le protocole.
sur le token plutôt. La liquidité elle est bonne, la communauté elle est bonne, ça augmente, il y a plein de choses. Regardez la courbe des abonnés Twitter, ça fait ça a quand même, c'est assez important, on est autour de 750 000 $. La supply aussi intéressant, il y a 71% qui est déjà distribué, c'est pour ça que le score de tokenomics c'est pas mauvais non plus, mais voilà, il y a d'autres points qui sont un peu plus inquiétants, l'aspect Skynet gouvernance, etc. Donc vraiment très intéressant, si ça vous intéresse l'aspect score de Chantal, je vous mettrai le lien dans la description. Ensuite, on va parler de Satoshi Nakamoto, plutôt de holder de l'époque de Satoshi Nakamoto, qui serait en train de vendre. Je parle ici de la baleine dont on a longuement parlé. Il y a eu beaucoup d'articles, beaucoup de vidéos sur cette baleine aux 8 milliards de dollars de Bitcoin qui a commencé à bouger ses cryptos. Et bien là, il y a 4,6 milliards de dollars qui a bougé et qui a bougé vers une société qui s'appelle Galaxy Digital. Donc pourquoi ? Bah là, la théorie, c'est tout simplement que cette personne serait en train de vendre ses cryptos à Galaxy Digital. Encore une fois, pure spéculation, ça se trouve, il y a une autre explication qu'ils ont confié ça à Galaxy Digital, je sais pas, contre un prêt ou pour générer du rendement ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, le plus probable, c'est qu'ils soient en train de vendre et qu'ils ont fait une vente OTC, qu'ils sont pas transférés ça sur Binance pour vendre d'un coup parce que ça va faire chuter le marché. C'est très possible. Moi, ça me semble crédible comme explication. Et bah, du coup, c'est ce holder qui a attendu plus de 10 ans, enfin fait un cash out assez énorme de 4 milliards de dollars. Je vous dirai si on a plus d'informations, mais pour l'instant, c'est assez limité. Ensuite, la stratégie de MicroStrategy est en train d'être répétée par plein d'autres choses, plein d'autres sociétés. Et là, c'est une société qui s'appelle Sonnet, qui est une société biotech qui est en train de vouloir créer une société pour acheter 888 millions de dollars de jetons hype. C'est juste énorme, hein. C'est complètement délirant. Ils veulent avoir 583 millions en jetons hype et 300 millions en cash. Encore une fois, attention sur ce type d'annonce, on n'est pas sur une acquisition qui a été réalisée, mais sur un projet qui a été émis. Mais là où ça apporte de la crédibilité, c'est qu'il y a pas mal d'investisseurs connus qui sont derrière Sonnet, notamment Paradigm, un VC hyper connu dans la crypto. On a Galaxy Digital dont je viens de vous parler d'ailleurs pour la vente des bitcoins. On a Pantera Capital, donc vraiment de très très gros investisseurs, ce qui semble laisser penser qu'ils vont avoir des fonds pour acheter le jeton hype. Le jeton hype d'Hyperliquid qui est très très à la mode en ce moment. On en parle beaucoup, il y a l'airdrop qui devrait arriver. Dans le cadre aussi de l'airdrop de Pump.fun, il y a eu beaucoup de trading qui a eu lieu sur Hyperliquid. Donc voilà, Hyperliquid, ça a vraiment trouvé une place très particulière dans l'écosystème, sorte d'exchange centralisé, sans KYC, lié à Arbitrum. Mais bon, je pense que si ça continue à grossir et qu'ils se décentralisent pas, ils vont avoir des gros problèmes avec le régulateur. Parce qu'il y a quand même un nombre de validateurs assez limité sur Hyperliquid. Et pour finir, on va parler de Ripple. Ripple se porte très bien. Le jeton frôle les plus hauts historiques depuis quelques temps. Et le stablecoin aussi, le RLUSD, se porte plutôt bien. On vient de dépasser les 500 millions de dollars, 515 millions de dollars. Il est passé devant TrueUSD, donc un stablecoin qui existe depuis bien plus longtemps. Ça monte doucement, mais ça monte. Donc il faut voir, ça va continuer à monter. Je pense qu'ils peuvent faire un combo avec le RLUSD plus leur blockchain avec des smart contracts. S'ils arrivent à faire, par exemple, offrir des incitations financières pour déposer le jeton RLUSD sur la blockchain de Ripple où il y a des smart contracts pour interagir et faire des choses dans la finance décentralisée, ils peuvent faire d'une pierre deux coups, augmenter la TVL sur cette blockchain, augmenter le nombre d'utilisateurs, augmenter la quantité de RLUSD en circulation. Ils font déjà d'ailleurs des projets, des incitations financières sur Euler Finance pour inciter les gens à faire des choses avec le RLUSD sur Euler Finance. Donc je pense que ça va continuer. Et ils ont une stratégie, ça monte doucement et je pense qu'ils vont continuer. Ils ont raison, ils ont une grosse communauté, ils ont beaucoup d'argent. Il n'y a pas de raison de ne pas essayer de développer des produits à côté. Donc le RLUSD, la blockchain EVM, etc. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Plein de projets commencent par un même coin ou un jeton et ensuite ils développent plein de choses autour, une propre blockchain, un exchange décentralisé. On l'a déjà vu par exemple pour le Shiba Inu. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. C'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao ciao.